Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Excellent lundi à vous. C'est la levée des mesures disciplinaires contre les syndicalistes, certains syndicalistes de la récente grève des enseignants qui ouvrent notre plateau ce soir. Et en second point, le prix au kilogramme de l'anacarde fera l'objet d'échanges avec nos amis. Et nous terminerons en seconde partie avec l'effectivité de la prise de pouvoir de Donald J. Trump, investi 47e président des États-Unis. Merci d'être avec nous. Le grand talk démarre maintenant. Merci d'être avec nous. Nous sommes lundi 20 janvier, jour important pour les États-Unis d'Amérique. On en parlera en seconde partie, mais déjà saluons nos amis qui sont là aujourd'hui pour la première, on va dire la première du Grand Talk de cette semaine. Herman Aboua, bonsoir. Merci d'être avec nous. Élisée Boloubé, bonsoir. Si tu permets juste une pensée tirée de l'une des pensées de Félix Houphouët-Boigny, qui je pense est très contextuelle actuellement, que je voudrais partager avec les téléspectateurs. Et cette pensée dit ceci. Nous devons donner l'exemple d'une oasis de paix. Pour ce faire, tous nos frères doivent dépasser les petits problèmes de personnes pour s'atteler à la grande chose qui doit nous unir, bâtir une Côte d'Ivoire libre, indépendante, prospère et fraternelle. Je pense que plus qu'hier, cette pensée-là est d'actualité. Merci. Merci infiniment, Élisée Boloubé, pour ce rappel important. Marius Komoé, bonsoir. Bonsoir, Christiane. Merci d'être là. Et à toutes. Daouda Koulibaly, bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'être là. Bonsoir à tous et bonsoir chez vous. C'est la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration qui annonçait le 16 janvier dernier lors d'une rencontre avec les différentes centrales syndicales de la levée des sanctions contre les 26 syndicalistes qui avaient fait grève. On se rappelle bien, c'était du 15 au 17 octobre dernier. La levée des sanctions est saluée par tout le monde. Est-ce le cas par nos amis sur ce plateau? Commençons par vous, Herman Aboua. Réaction justement à cette décision de la ministre d'État, ministre de la fonction publique, de lever les sanctions contre les syndicalistes qui avaient fait grève en octobre dernier. D'abord, pour moi, c'était j'avais déjà souligné ce fait-là sur ce plateau, c'était une mesure impopulaire. On ne sanctionne pas des personnes qui usent de leur droit de grève pour revendiquer une amélioration des conditions de travail. Donc pour moi, c'était impopulaire. Donc un jour ou l'autre, la ministre allait revenir sur ce point-là. Maintenant, ce que je comprends peut-être pas, ou bien les non-dits de cette mesure, de cette levée de sanctions-là, est-ce que tout ce qu'ils ont perdu, on leur a remboursé? Parce que ça fait quand même des mois que des salaires ont été suspendus, ça fait des mois qu'il y a eu des ponctions. Est-ce qu'on a ramené à leur bourse tout ce que ces personnes, ces enseignants sanctionnés-là ont perdu en ce temps-là? Voilà. Bon, après, si on permet peut-être, avec l'analyse de mes confrères ici, on aura d'autres éléments. Très bien. Élisée Boloubé, commentaire, réaction déjà sur cette nouvelle. Moi, j'applaudis des deux mains et je félicite Madame la ministre. Je trouve que c'est une mesure salutaire. Je fais partie de ceux sur ce plateau ici qui, depuis lors, avaient estimé que même si la décision de sanctionner ces fonctionnaires-là reposait sur une base légale, mais je trouvais qu'elle n'était pas opportune au regard de la situation qu'on vit. Et le gouvernement jugeait la mesure de grève illégale, en tout cas. C'est ce que je dis. J'ai dit, même si le fait de prendre la décision, la sanction est légale, j'estime pour ma part qu'elle n'était pas opportune. Parce que la décision a été prise sur la base du fait qu'ils estimaient que les conditions de cette grève n'étaient pas réunies et que ce n'étaient pas des conditions légales. Donc, soit, si tel est le cas, mais j'ai estimé pour ma part que les sanctions n'étaient pas opportunes, pas qu'elles n'étaient pas légales, mais elles n'étaient pas opportunes au regard de la situation actuelle. Et puis surtout même, en cohérence même avec la volonté du gouvernement, parce que vous ne pouvez pas créer un champ d'ouverture, de discussion, de dialogue, et en même temps, pendant que vous créez ce champ d'ouverture, de discussion, de dialogue, vous sanctionnez d'autres personnes. Je pense que ça va à l'encontre même de cette volonté-là. Donc, pour moi, c'était une sorte d'incohérence et que Madame la ministre, à mon avis, vient réparer. Et je trouve que c'est une mesure assez salutaire. C'est une mesure disciplinaire. Je le dis et je le répète à chaque fois. Dans ce pays, je pense que quand on prend la peine de s'écouter un temps soit peu, ça sort autour d'une table, on finit par trouver des solutions. Le problème, c'est que tout le monde veut en même temps parler haut et fort.
et ne prend pas la peine un temps soit peu d'étendre l'oreille et d'écouter celui qui est à côté. La table de discussion est déjà établie entre eux. C'est ce que je suis en train de dire, oui. Il y avait mais c'est pourquoi justement je trouvais que la mesure n'était pas opportune. Dans la mesure, il y avait déjà un cadre qui avait été créé où on pouvait échanger. Donc pourquoi, pendant qu'on crée le cadre, en même temps on sanctionne? J'ai trouvé que ce n'était pas opportun. Et Dieu, comme je le dis, heureusement que Madame la ministre, je pense, d'État nous écoute tout le monde. Et comme elle-même le dit si bien dans ses propos, cette décision s'inscrit dans une démarche d'écoute et d'ouverture. On ne peut que saluer cette mesure. Et puis moi, je lui dis qu'elle a très bien fait. Et ce qu'elle a fait là, qu'elle sache que c'est l'attitude des personnes braves. Très bien. Voilà, des personnes responsables. Et franchement, elle mérite en tout cas encore tout notre soutien. Et je lui dis tous nos encouragements. Daouda, au-delà de votre commentaire sur la mesure, pensez-vous que cela favorisera encore le dialogue entre les deux parties? Merci beaucoup. Avant de répondre à votre question, il est important de faire une précision parce que je suis quand même un peu troublé parce qu'on ne peut pas dire que la sanction n'était pas opportune, mais elle était légale. Je pense que nous sommes dans un État sérieux et que dans un État sérieux, c'est nous qui sommes toujours sur ce plateau en train de dire qu'il faut respecter la loi. Quand on est en face de nous, une administration qui ouvre une table de discussion, venez pour qu'on discute et qu'on débraye pour aller faire une grève. Quand on finit de faire la grève, il faut assumer les conséquences de cette grève. Tu n'as pas travaillé, tu n'es pas payé. Dieu merci, l'un mis dans l'autre finalement, après plusieurs discussions, plusieurs tables de discussion, aujourd'hui ils sont arrivés dans un juste milieu. Et c'est là où je réponds à votre question, parce que après la mesure de suspension des procédures disciplinaires contre les enseignants grévistes, quand on écoute eux-mêmes les verbatims des enseignants eux-mêmes voient cette suspension comme une opportunité de renouer le dialogue. Le dialogue. Ça, c'est la première des choses. Parce qu'il faut s'appuyer pour ceux qui ont fait du syndicalisme comme nous autres. Oui, souvent, on se moque de moi sur le plateau pour dire que oui, je suis fessiste, j'ai fait la fessie. Pour nous autres qui avons fait du syndicalisme, il faut faire le distinguo entre la compromission et l'art du compromis. C'est-à-dire? Dans le syndicalisme, souvent, une fois, il y a des gens qui vont vendre leurs dents pour avoir des intérêts après, peut-être collectifs ou individuels. Mais là, ils vendent leurs dents, on va décrypter toujours. Non, pour une façon de se compromettre. Tout à fait. Lors des discussions, finalement, pour avoir quelque chose, soit pour eux-mêmes, soit pour les autres. Or là, ce n'est pas le cas. Il y a eu là du compromis. Et ici, il y a eu un compromis pour les deux camps. Tu n'as pas travaillé, j'étais sanctionné. Finalement, on a pu trouver une table de discussion. Nous avons discuté ensemble. Je lève les sanctions. On revient tous à la table de discussion pour qu'on puisse discuter convenablement de la situation qui nous inquiète. On remet la balle au centre. La balle est au centre. Parce qu'aujourd'hui, la question qui est en jeu, ce n'est pas une question seulement que des enseignants. On parle de primes trimestrielles accordées aux enseignants. Or, la ministre d'État, Anne-Désirée Oloto, a dit en son temps que la question de la prime est une question qu'il faut regarder de façon holistique. On ne peut pas la regarder de façon sectaire. C'est clair. Donc, quand on regarde la chose de façon holistique, il est important qu'on puisse discuter convenablement à une table où on peut se parler les yeux dans les yeux. On se rappelle tous ici sur ce plateau, elle avait dit qu'elle avait contacté des experts qui devaient regarder un cabinet justement, quelle est la masse salariale, quel est on appelle ça les indices, plein de choses. Finalement, de lui donner 3 mois après, on pourra discuter. Pour faire le point sur les primes. Voilà, pour faire le point sur les primes. Donc quand quelqu'un vous dit cela, où est le mal? Très bien. Pour qu'on puisse débrayer. Je pense qu'à la matière, pour parler comme quelqu'un de très prépondérant dans le secteur syndical, Marius, il est syndicaliste, il sait comment ça se passe. Très bien. Alors, en attendant les réactions des autres, Marius Komoué, justement, on vous écoute. Et puis ensuite, Élisée, ça sera votre point, parce que je pense que Daouda n'a pas peut-être bien perçu vos propos. Vous allez peut-être mieux les expliquer. Marius, allez-y, vous avez la parole. Non, mais j'ai oui dit, hein, on est des syndicalistes. Et j'avoue que lorsque des responsables syndicaux lancent un mot d'ordre de grève, ce n'est pas de gaieté de cœur. C'est souvent même contre leur propre gré. Mais ils appliquent les mesures, les décisions des assemblées générales. Avant d'entrer en grève, on va nager. Vous représentez l'intérêt d'une corporation, d'une base, des syndiqués. Donc c'est leur voix, leur mécontentement, leur angoisse, leur peine, leur souffrance qu'on vous demande d'aller exprimer. Auprès de qui? De l'employeur. Ici, c'est l'État.
Et donc, ceux qui étaient en grève ou qui se sont mis qui ont décidé de débrayer, ils ne l'ont pas fait parce qu'ils le voulaient en tant que responsables. Ils l'ont fait parce que les syndicats, à la suite d'une assemblée générale, leur a donné une motion d'ordre. Et cette motion d'ordre, ils doivent l'appliquer, auquel cas ils vont sauter. C'est comme le mouvement consommateur. Si nous constatons qu'il n'y a pas de table de discussion, parce qu'il parlait de table de discussion tout à l'heure, Daouda, mais ceux qui étaient appelés à la table de discussion, ceux qui sont rentrés en grève ne se sont pas reconnus parmi ceux qui étaient à la table de discussion. Ils disent qu'ils ont été exclus de la table de discussion. Mieux, ils disaient que leurs préoccupations n'ont jamais été véritablement prises en compte. Ce qu'ils demandaient, ça pouvait se régler, même si eux, ils disaient ne pas être à la table de discussion, on aurait pu les recevoir et échanger. Coûte que coûte, il fallait tout faire pour les avoir à la table de discussion. Ça, c'est le rôle de l'administration. Très bien. Mais on a dû certainement les négliger. On a dû penser qu'ils n'étaient pas capables de pouvoir débrayer et paralyser le système. Malheureusement, pour l'administration publique, pour l'État, ils l'ont fait. Aujourd'hui, nous sommes bien heureux de savoir que Madame la ministre d'État imprime un leadership à nul autre pareil. Parce que nous, on la suit depuis où elle était à la salubrité. Et depuis qu'elle arrivait à la fonction publique, mais il n'est pas du tout facile. Là, je vous le dis, il n'a jamais été facile de gérer les syndicats. Encore moins des responsables syndicaux qui portent la souffrance de leurs syndicats. Donc elle réussit bien, c'est cela? Mais elle le réussit parfaitement. Rappelez-vous l'histoire de ce pays, sur tous les régimes. Les syndicats ont fait montre de détermination et souvent ont été intransigeants. Mais elle a réussi chaque fois à colmater les brèches et à les ramener à la table de discussion. Cette levée de suspension est salutaire pour elle, est salutaire pour l'administration publique. Ça permet d'avoir une autre vision et un nouveau rapport avec justement nos enseignants qui très bientôt vont passer aux examens de grand tirage en mai. En mai déjà, nous attaquons avec le BPC, me semble-t-il. Et donc, voyez-vous, il faut déjà parer au plus pressé. Et je pense qu'elle a tellement bien perçu cela qu'elle colmate les brèches et essaie donc de donner une stabilité au système de sorte à ce que l'administration fonctionne la main dans la main. Élisée Boloube, les propos de Daouda tout à l'heure, je pense, étaient un peu, je peux me tromper, en votre direction. Il estimait que... Je n'ai pas dit son nom. Mais on a il compris. estimait... S'il ne m'a pas dit non, moi je vais m'adresser à lui. Ouais, parce que vous avez la parole, Élisée, réaction à ces propos. Oui, je réagis ce qu'il a entraîné. Tout à l'heure, il a dit non, qu'on ne peut pas dire que quelque chose est légal, en même temps trouver que c'est inopportun. Et moi, je vais lui rappeler quelques faits en Côte d'Ivoire. Allez-y. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui jouissent aujourd'hui de sanctions judiciaires, qui logiquement devaient être en prison dans ce pays, mais qui ne sont pas en prison? Des personnalités. Exemple. Des personnalités. Je peux vous en citer. Et vous savez de quoi je parle. le courage de vos idées. S'il te plaît. Daouda, laissez-le s'exprimer, s'il vous plaît. Des personnalités qui, logiquement, sont sous sanctions judiciaires. Donc, ils ne devraient pas être en train de se promener, être en liberté. Pourquoi elles sont donc en liberté? Parce que, justement, quoi que ce soit légal de les enfermer, ce n'est pas opportun au regard de la situation actuelle que ces personnes-là soient enfermées. Parce qu'on a un objectif à l'esprit, parce qu'on veut atteindre un objectif. Donc, c'est pour te dire que ça peut être légal, mais ça peut ne pas être opportun de le faire maintenant pour l'intérêt général, pour l'intérêt de la nation. On regarde tout ça et puis on dit, OK, on va surseoir, quoi que ce soit légal de le faire, on va surseoir pour pouvoir préserver la paix sociale qui est tellement nécessaire pour notre pays. Donc, ça aussi, il faut que vous le reteniez, M. Daouda. Il peut arriver des moments où, quoi que ce soit légal de prendre telle décision, on décide donc au regard de son inopportunité de ne pas prendre cette décision. Et ça, c'est aussi de la responsabilité en agissant ainsi. Mais en fait, si je peux me Oui, rapidement, on écoute Herman. C'est ça, Élisée, tu as pris des cas de justice, tu n'as pas eu le courage de tes idées. Moi, j'ai eu le courage de mes idées. Je sais que M. Laurent Gbagbo... Non, j'ai toujours le courage de mes idées. M. Laurent Gbagbo a été condamné en Côte d'Ivoire, il n'a pas eu le mandat de dépôt pour aller en prison. La justice a ce droit-là de condamner quelqu'un et de ne pas émettre de mandat de dépôt. Parce que sûrement, peut-être la prison est trop remplie, il y a d'autres mesures disciplinaires. Ça ne veut pas dire que c'est inopportun, ça n'a rien à voir. Ce que tu dis, c'est... Non, je conteste. Non, je viens. C'est juste un gros mélange de gens. Non. On a vu en France Nicolas Sarkozy condamné, il n'a pas eu de mandat de dépôt, il n'est pas allé en prison. On a vu beaucoup de cadres dans tout le monde entier qui ont été jugés, condamnés, mais ils n'ont pas eu de mandat de dépôt pour aller à la prison.
Monsieur Élysée, apprenez vos leçons, vous allez comprendre cela. Non. Maintenant, pour terminer très rapidement... Dans tous les cas, on s'exprime, voilà, on est gentil, on est élégant. Oui, je sais. Faisons en sorte de ne pas s'éloigner du sujet. Non, surtout. Justement, le sujet, c'est il n'a retenu aucune leçon, il donne des leçons. Non, c'est toi qui n'as pas compris la leçon, justement. Le sujet, c'est la levée de sanctions. Oui, et justement, et les implications de cette levée de sanctions forcément, pour le dialogue. Oui, forcément, voilà. Christelle, ça va pousser à aller à un véritable dialogue entre les syndicalistes et l'administration publique. Pour moi, c'est une très bonne chose. Parce que ça n'arrange personne aujourd'hui qu'il y ait grève dans l'administration publique. Aujourd'hui, quand on regarde une année, Marius parlait des années précédentes où, à chaque période électorale, c'est là que les syndicalistes commencent à taper du poing sur la table. Mais à cause de... Quand on regarde depuis les 10 dernières années... Pensez-vous que c'est lié à la période électorale? Non, pour qui connaît les syndicalistes, c'est généralement en période électorale qu'ils commencent à tambouriner au portillon. Donc, timing bien choisi. Bien choisi pour cela, première chose. La deuxième chose, c'est que, comme l'État, Élysée parlait de responsabilité, l'État, aujourd'hui, pour ne pas dire le gouvernement ivoirien, étant un gouvernement responsable, a fait en sorte qu'il y ait une trêve sociale. Ça avait commencé sous feu Amadou Gon Coulibaly, pour finalement, aujourd'hui, il y a eu de grosses revalorisations salariales au niveau des fonctionnaires de l'État de Côte d'Ivoire. Même qu'il y a une prime qu'on a appelée affectueusement la prime ADO, qui vient à partir du 15 du mois. Donc tout ça, ce sont des primes qui ont fait en sorte qu'il y a eu une trêve sociale, de sorte que chaque 5 ans, les fonctionnaires n'aillent pas à la grève. Mais bon, je pense que là, la situation de la prime, c'est une question qui intéresse tout le monde. La table de discussion, elle est ouverte, elle n'est pas fermée. Que les syndicalistes y partent pour aller discuter. Alors, permettons à Élysée Herman et ensuite Marius, s'il vous plaît. Juste, le compléter. Je voulais juste dire que la prime, là, Madame la ministre d'État l'a relevé, hein, la prime ne pourrait être traitée, la question des primes exigées par les organisations syndicales, elle dit que ça ne pourrait être réglé sans l'associer justement à la question des salaires, de la masse salariale. Tout à fait, ça a été dit. Voilà, il faut bien préciser cela. Donc les deux iront ensemble dans le traitement des revendications des syndicats. Et justement, on rappelle encore qu'un cabinet a été justement sollicité à l'effet d'observer la chose et ils ont donné donc rendez-vous dans 3 mois pour les résultats. Élysée, ensuite Herman. OK. Ça risque de devenir un débat un peu sans fin. Mais je vais juste rappeler... Rassurez-moi, on va l'arrêter tout de suite. Oui. Allez-y. Je vais peut-être rappeler à la gouverne de Daouda, peut-être qu'il ne sait pas les charges qui pèsent sur la personnalité qu'il a citée en fait. Sinon, ces types de charges-là, tu ne peux pas ne pas avoir un mandat de dépôt. Ce n'est pas possible. Alors, je t'explique. Mon inquiétude, on termine ce sujet. Voilà. Ouais, je vais finir sur ce sujet. Rapidement. Voilà, ce n'est pas possible en fait. Mais je pense que la décision des autorités, c'était de préserver la paix sociale, donc d'éviter qu'on aille vraiment dans ce sens-là. Et comme je le dis, le fait de le faire, ce n'est pas illégal, c'est légal. Mais en même temps, c'est parce qu'ils ont jugé que ce n'est pas opportun au regard de la situation sociale du pays. Il faut trouver une alternative pour que la paix sociale puisse s'incruster. Donc, sur cette base-là, c'est pourquoi la dernière fois, je disais à Madame la ministre, elle peut prendre une décision de sanction. Ça repose sur une base légale, mais ce n'est pas opportun au regard. Mais pourquoi aujourd'hui on est en train de dire qu'on suspend? Qu'est-ce qui, entre-temps, aura fondamentalement changé? Pourquoi on dit aujourd'hui qu'on suspend? C'est parce qu'on estime que c'est plus opportun au regard d'un ensemble d'enjeux qui se présentent en ce moment précis. Donc, c'est ce que je voulais juste ajouter. Très bien, Herman, on termine avec vous. Oui, je constate qu'on est là depuis près de 20 minutes à spéculer sur une levée de sanctions. Oubliant par moment, je ne dis pas qu'on nous ici. Mais déjà, c'est une chose qu'il faut apprécier ou pas, selon vous? On fait exprès d'oublier. Moi, je ne peux pas apprécier une sanction. Une levée de sanctions qui ne règle pas le problème. Le nœud du problème qui a été soulevé, c'était ce qui a emmené les enseignants à choisir d'aller à la grève. Est-ce que cette question a été réglée? Le 3 décembre, il a été, à l'issue de la rencontre, il s'est dit que la ministre d'État avait demandé 3 mois. Donc on espère que le 3 mars, c'est ça, janvier, février, mars, le 3 mars, que les questions qui sont essentielles, parce que c'est là que la menace va reprendre. Si jamais le délai même donné par le gouvernement n'est pas respecté et que les responsables syndicaux là constatent que ça n'a pas été respecté, ou les gens pensent que les responsables syndicaux qui ont lancé la grève, la grève a été largement suivie sur tout l'étendue du territoire. Est-ce que c'est parce que, malgré les intimidations, malgré les menaces de certains enseignants même d'ailleurs, qui sont tapis dans certains partis politiques, mais ils ont mené leur grève et ça a donné ce que ça a donné. C'est à la suite de cela que le gouvernement s'est rétracté plus ou moins à échanger avec des personnes, Marius l'a dit ici, qui n'étaient pas les véritables interlocuteurs. Et on a vu ce qu'il y a eu.
les gens ont observé, donne les 3 mois. Mais il ne faudrait pas penser que les sanctions, les gens depuis là vivent sur les sanctions. C'est pourquoi j'ai demandé, est-ce qu'on leur a remboursé ce qu'ils ont perdu depuis qu'on leur a mis ces sanctions? Les salaires suspendus. Alors, mais c'est ça la question. Si Madame le ministre d'État venait annoncer aux Ivoiriens que ces enseignants dont j'ai suspendu les salaires, dont j'ai fait des ponctions, je leur ramène cela. Voici une mesure salutaire qui pourrait aider. Mais aujourd'hui, on constate, le 3 mars, si ça ne marche pas, tout à l'heure, quelqu'un parlait des examens à grand tirage qui viennent. Mais les gens peuvent reprendre leur modèle de grève. Si le gouvernement est en train de jouer avec ce jeu d'échecs, c'est-à-dire qui paie gagne avec les syndicats, on verra bien ce que ça va donner. Moi, je reste avec vous. On rappelle le point. Hein. Alors, le contexte, c'est qu'un cabinet d'experts a été pris pour dire on va regarder comment faire pour équilibrer ou faire en sorte que les primes soient accordées à tous les fonctionnaires. Enfin, c'est ça. Vous savez quoi? Je termine. Aux fonctionnaires de Côte d'Ivoire, pas seulement à l'éducation nationale, ils ont demandé 3 mois. Selon vous, vous nous dites qu'après 3 mois, si ça ne marche pas, ou on nous dit que les primes ne pouvant pas aller chez tout le monde, on pourrait se retrouver dans une autre situation de grève à l'aune des examens à grand tirage. Mais si les responsables syndicaux sont logiques, parce qu'ils sont partis à la grève pour obtenir certains acquis, s'ils ne les obtiennent pas, et que, visiblement, moi je pense, hein, avec ces mesures, et cabinets, tout ça, le gouvernement cherche à gagner du temps. Voilà, donc on attend de voir. Très bien, on écoute Marius. Dans les faits et en pareille circonstance, et au regard du fonctionnement du monde syndical, si d'ordinaire, après les 3 mois, les organisations syndicales, sinon les responsables dont les salaires ont été suspendus, et par la suite remise, on a suspendu. On a levé. On a levé, voilà, les salaires ont été levés. S'ils observent qu'après 3 mois, rien n'a été fait justement. Qu'est-ce qui n'a pas été fait justement? Si d'ordinaire, les promesses à leur faire par Madame la ministre n'ont pas été respectées. En l'occurrence, le cabinet d'avocats dit par exemple, enfin du avocat, le cabinet financier. La question relative donc à la prime. Et donc au règlement également de la masse salariale. Parce qu'elle a dit que les deux iront ensemble avec ce cabinet qui va y travailler. Parce que c'est le cabinet qui lui a dit, qui lui a proposé qu'on ne peut pas justement traiter la question des primes sans régler la question de la masse salariale. Donc c'est le cabinet qui le dit. Donc elle confère au cabinet la possibilité de réfléchir et de lui faire des propositions. Mais ces propositions-là, elle dit que c'est dans 3 mois. Elle a donné 3 mois au cabinet pour lui faire un retour. Le cabinet a demandé 3 mois plutôt. Bon, le cabinet a demandé 3 mois. Si dans 3 mois, les syndicats, ils attendent. Si dans 3 mois, il n'y a pas de retour favorable à leurs revendications, mais ils ne débraillent pas de cette façon. Non, ce n'est pas comme ça, ça fonctionne. Ils iront en assemblée générale pour informer leurs syndiqués, pour leur rendre compte de l'évolution des discussions avec la tutelle. Et c'est à l'assemblée générale de décider de la conduite à tenir. Et non j'allais dire les imaginations, pour ne pas dire les ambitions des uns et des autres, fut-il des responsables syndicaux, qu'ils prendront pour incarner les préoccupations de leur base. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est la base qui décide. Eux, ils n'ont qu'à annoncer et à mettre en œuvre. C'est tout. Parce que c'est la base qui applique les décisions qui sont prises en Assemblée générale. C'est-à-dire qui ferme les écoles, si c'est les enseignants qui débraient, c'est bien les enseignants. Si c'est les syndicats annoncent, mais c'est les enseignants eux-mêmes dans les écoles, dans les différentes salles de classe, qui ferment les classes. Qu'est-ce qui serait donc favorable justement à contribuer à maintenir la paix sociale, justement? Non, mais il faut tout de suite trouver une solution. Voilà. Pour éviter justement que nous repartions dans une grève, il faut que des propositions concrètes leur soient faites. Aux syndicats. Aux syndicats, des propositions concrètes dont les mises en œuvre sont quand même palpables et vérifiables par eux-mêmes. Très bien. Donc, à ce niveau-là, une fois c'est fait, le problème ne se pose pas. On écoute Daouda, je pense que vous avez demandé la parole et on termine avec Élisée Herman. Allez-y. Merci. Je pense que, disons les choses clairement. Oui. Moi, souvent de fois, je me pose des questions en fait en Côte d'Ivoire, surtout concernant la question de la prime et autres que vous avez essayé d'évoquer. Depuis du vivant de Henri Konan Bédié, quand il était encore président, mais ne nous voilons pas la face. La question de la prime en Côte d'Ivoire était une question taboue. Personne n'en parlait. Personne n'osait en parler. Mais pour une fois, nous avons une ministre qui décide de mettre le sujet sur la table, d'ouvrir la boîte de Pandore. D'ouvrir le débat. Pour ouvrir le débat, pour qu'on en discute.
Mais je n'arrive pas souvent à comprendre pourquoi est-ce que... Je comprends hein, que de façon, chacun se bat pour sa chapelle. Mais en même temps, quand vous avez, comment on appelle ça, un administrateur qui vous dit, finalement, ce débat-là, je suis prêt à l'ouvrir, mais pas à tous les prix, parce qu'on ne peut pas le faire de façon individuelle. Sectorielle, oui, bien sûr. Il faut pouvoir le faire de façon globale pour tout le monde. Moi, je pense que ça peut s'entendre. Ça doit s'entendre. Et en la matière, je pense que finalement, les enseignants ont débrayé. Elle aussi, elle a débrayé. Je pense qu'elle s'est inscrite sûrement... Non, ne nous voilons pas l'administration publique. L'État a débrayé. Parce que tu as fait une grève, tu t'es sanctionné. Finalement, on n'est pas... Comment on appelle ça? On a fini finalement par trouver une solution de suspension. Et ça s'inscrit dans ce que Tun Sou appelait... Et les discussions continuent. Et ça continue. Je pense que ça revient à ce que Tun Sou disait dans l'art de la guerre. Il faut combattre l'ennemi dans ses plans. C'est pourquoi je parlais du compromis, en fait. Très bien. Il faut qu'on trouve un juste milieu. Et le juste milieu, je pense qu'il a été trouvé après la suspension comment on appelle ça, de la procédure disciplinaire. Aujourd'hui, les enseignants sont heureux, ils attendent des mesures concrètes. La ministre aussi est contente parce que la table de discussion est ouverte. Donc, on va attendre de voir ce que ça va donner. Et je pense, moi, j'ai très bon espoir que ça va bien se passer. Très bien. Élisée, m'appuyant donc sur votre citation de départ de cette émission, comment faire pour maintenir, en tout cas faire en sorte que le flanc social puisse être maintenu apaisé à l'aune de ces élections, justement, vis-à-vis de ce sujet? Je pense déjà que la ministre est sur la bonne voie. Déjà, il faut maintenir, le fait d'ouvrir le dialogue est une bonne chose. Il faut maintenir le dialogue. Mais il faut être surtout honnête et franc. Moi, je dis, il ne faut pas juste qu'on ouvre le dialogue pour la façade, c'est-à-dire on ouvre le dialogue parce qu'on a envie d'ouvrir un dialogue ou bien pour juste donner un signal. Mais il faut qu'on aille au bout du processus. Au bout, selon vous, c'est? Au bout du processus, il faut traiter les questions. Il faut avoir des rencontres régulières, traiter les questions et puis porter cette information-là aux Ivoiriens. Parce que c'est vrai que c'est une discussion qui se passe entre les deux, mais quand il aura une conséquence, c'est tous les Ivoiriens qui risquent d'en pâtir. Donc il faut qu'il y ait une communication sur tout ce qui se passe, parce que c'est important. Ça, c'est vraiment important. Deuxièmement, je crois aussi qu'il faut que, comme la ministre même l'a souligné, et il faut que ce dialogue-là qui doit se faire là, ne soit pas juste un dialogue avec une corporation. Mais il faut que ça soit traité de façon globale, la question même des fonctionnaires. Je crois que si on a ouvert la boîte de Pandore, il faut qu'on y aille pour de bon. La question même de la prime, mais au-delà de la question de la prime, la question même des indices. Ça, c'est des choses qu'il faut qu'on s'asseye pour en discuter. Parce que des gens ne peuvent pas, dans ce même pays-là, avoir des indices supérieurs à des gens qui ont plus de diplômes qu'eux en réalité. Il y a un problème. Des gens qui ont des indices qui vont vers 1000 et quelques. Pendant que des gens qui ont fait le cycle supérieur de l'ENA qui sont sortis sont autour de 800, 900. Donc, je me dis que c'est une situation qui doit être gérée de façon globale. Parce qu'il ne faut pas qu'on commence déjà à régler un problème et puis que pendant qu'on pense que tout est résolu, d'autres se lèvent avec effectivement des revendications qui soient aussi tout aussi légitimes pour pouvoir déposer sur la table pour dire mais il faut qu'on règle notre situation. Donc je crois que de la manière la boîte de Pandore est ouverte là, il faut qu'on y aille jusqu'au bout. Il faut que la ministre ait le courage de vraiment faire asseoir tous ces problèmes-là sur la table et qu'il y ait une discussion franche jusqu'au bout. Je pense que c'est important et que les conclusions, les résolutions, les échanges soient portés, comme je le dis, à la connaissance des Ivoiriens. C'est important. Parce qu'in fine, c'est nous qui serons arbitres dans cette histoire-là. Voilà, il faut qu'on suive aussi, c'est important. Herman, la table de discussion ouverte, qui n'a jamais été fermée, selon vous, pourrait faire en sorte qu'on puisse éviter une autre crise, une autre grève? Oui, moi, j'allais dire les deux parties, mais moi, je vais appeler à la responsabilité de la partie gouvernementale. Il ne faudrait pas que la partie gouvernementale soit avec un stylo pour faire des petits calculs. Des petits calculs pour gagner du temps et autres. Comme Élisée l'a dit, il faut ouvrir le débat. Il faut traiter les questions de façon minutieuse parce que, mine de rien, c'est des syndicats qui, malgré les frayeurs, malgré les menaces, qui ont vu leur mot d'ordre de grève, encore une fois, largement suivi, malgré les sanctions par la suite. Les gens ont vécu depuis là avec les sanctions sans qu'ils ne tambourinent. Et ils attendent justement le 3 mars pour voir l'effectivité des promesses qui ont été faites le 3 décembre. Donc moi je pense que tant qu'on ne sera pas en train de faire de petits calculs et qu'on va ouvrir le débat dans la franchise, dans la sincérité, je pense bien qu'on va trouver des solutions et des solutions qui vont permettre à ce qu'il y ait un climat de paix sociale
durable. Apaisé, surtout à l'aune de ces élections présidentielles d'octobre 2025. Second sujet, messieurs, regardons un peu le prix au kilogramme de l'anacarde qui est fixé à 425 francs CFA. Alors, ça a été donc annoncé par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, Kobenan Kwasi Adjoumani. C'est une bonne nouvelle, en tout cas, selon certains producteurs et enfin l'ensemble des acteurs du monde agricole estiment que c'est une très très bonne nouvelle. Au total, on aura 489 milliards de francs CFA qui seront distribués aux producteurs pour la campagne 2025. Marius, commentaire. Bonne nouvelle pour les producteurs, même parce que quand on regarde le prix bord champ fixé pour la campagne 2025, qui, comme vous l'avez rappelé, à 425 francs, contrairement au prix de l'année dernière qui était à 275 francs, si mes souvenirs sont bons. C'est ça. Je pense que nous gagnons ici 54% d'augmentation. Oui, c'est bien cela. 54% d'augmentation pour le nouveau prix. Et je pense que, comme vous l'avez dit, la décision prise par le gouvernement de repartir les gains de cette nouvelle récolte à l'ensemble des producteurs est salutaire. Il faut rappeler que la Côte d'Ivoire, c'est quand même le premier producteur mondial. C'est cela. Voilà, et le premier exportateur d'anacarde. Alors, à partir du moment où nous sommes premiers producteurs, et au niveau du café, et du cacao, et au niveau de l'anacarde, il faut que cela, justement, profite à nos producteurs. Et il faut que les durs labeurs de nos producteurs, l'État soit soucieux, justement, d'une meilleure rémunération de leur travail. Et donc, remonter le prix, c'est vrai, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Et je pense qu'en fixant le prix à 425, l'État a au moins songé à la situation que vivent de façon délétère nos paysans, de façon difficile, je vais dire. Mais parce qu'au-delà même du prix, il y a aujourd'hui que les paysans ont droit à l'assurance maladie universelle. Voilà, avec la CMU et tout ça. Bon, donc maintenant, dans sa mise en œuvre effective, je pense que c'est un apport essentiel pour nos paysans de pouvoir se soigner décemment si d'ordinaire, la CMU était effectivement mise à leur portée. Pour mieux comprendre ce sujet, je vous propose de suivre cet élément et on décrypte après. Donc globalement, ce sont 489 milliards de francs CFA qui seront distribués aux producteurs. Pour ne pas vous faire davantage de suspense, j'ai l'honneur et le plaisir de vous annoncer au nom du vice-président de la République que le prix bord champ de la noix de cajou, bien séchée, bien triée, pour la campagne 2025, est fixé à 425 francs. Voilà, noix de cajou bien séchée, bien triée, fixée à 425 francs CFA, le kilo sous les hurrahs des producteurs assurément. Daouda, votre réaction justement à cette annonce? Je pense que je ne pourrais pas dire autre chose parce que l'année passée, on était à 275. Cette fois-ci, on est à 425 francs. Je pense que c'est déjà une très bonne chose. Maintenant, ce sur quoi je vais m'apaisantir, c'est peut-être les défis de ce secteur. Moi, aujourd'hui, mon souhait le plus ardent, c'est qu'on puisse aller vers la transformation au niveau local de nos productions. Parce que j'avoue que dans ce secteur-là, sans comment on appelle ça, l'Inde est véritablement investi sur nos territoires et nous-mêmes, on n'a pas véritablement le coup de franche dans l'affaire de cajou. Ça, c'est la première des choses. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas les coups de franche? Je n'ai pas les coups de franche, c'est-à-dire que c'est eux qui sont beaucoup dans... On n'arrive pas à transformer. À transformer, en fait. C'est eux qui sont beaucoup dans la transformation. Et eux, généralement, ils le prennent, ils l'amènent chez eux, après ils transforment en autre chose, ça revient chez nous. C'est le même spectacle que celui du cacao et du chocolat, en fait. Ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi sur lequel j'aimerais attirer l'attention des autres, c'est qu'aujourd'hui, nos produits de rente, souvent de façon... Comment on peut dire ça? J'ai envie de dire pirater, en fait. Ce n'est pas le mot exact.
c'est détourné pour aller dans d'autres pays. Je pense que ça aussi, il faut pouvoir changer cela et lutter efficacement. C'est pour cette raison que j'en appelle à la conscience collective, à une éveil de conscience de nos autorités policières, les forces de sécurité et administratives, de sorte à ce que nos produits de rente ne sortent pas comme ça de notre pays. On en a besoin. Herman, voilà. Vous avez la parole. Réaction à cette annonce. Je vous voyais sourire et même rire lorsque Daouda et Marius Komoé faisaient leurs commentaires. C'est intéressant que le gouvernement réussisse à augmenter de 54% quand ça concerne l'anacarde. Mais moi, j'aurais aimé aussi qu'à l'annonce en début de saison du prix Borchamp du cacao, que le gouvernement, parce que c'est les mêmes raisons, et fait en sorte d'améliorer les conditions de ces producteurs qui travaillent dans les plantations. On aurait pu le faire aussi pour le binôme café-cacao, mais on n'a pas perçu cela. Et la dernière fois, je vous ai vu sur ce plateau débattre de la question des prix détournés. Mais c'est la loi du marché des produits agricoles détournés. Mais quand tu prends, par exemple, je vais prendre, Daouda l'a évoqué, c'est très bien, mais je prends par exemple un exemple. Par exemple, j'ai une tonne de cacao. Ailleurs, on me dit la tonne de cacao, je vais vendre ça, puisque ailleurs, c'est à 4 000 francs. Ça me fait 4 millions. Et si on restait sur l'anacarde? Oui, mais on parle de nos produits, on a parlé du défi de la transformation. Très bien, allons-y. Je vais revenir à l'anacarde, c'est à peu près la même chose, ne vous inquiétez pas. Et chez nous ici, je vends ça à 1 800 francs. Ça veut dire que si j'ai une tonne, ça me fait 1 800 000. J'ai 4 millions, de l'autre côté 1 800 000, 2 200 000. Même si je jette 1 million en faisant un peu de corruption par tous les niveaux, j'ai quand même 1 200 000 que je gagne. Donc la route ne me fait pas peur. C'est pour dire que, c'est vrai, on va continuer de sanctionner les responsables administratifs, militaires et autres dans ces zones-là. La seule petite chose qu'il faut faire, et puis ça va régler le problème, c'est de faire en sorte d'améliorer les prix Borchamp de nos produits. Très bien. Et je vous prends la question de l'anacarde. On parlait de 275 francs CFA. Mais allez-y, demandez. C'est pourquoi il faut appeler à ce que le gouvernement regarde bien les prix Borchamp auxquels les acheteurs là, achètent ces produits-là auprès des producteurs. Parce qu'en réalité, l'année dernière, c'était à 275 francs, mais il y avait certains endroits où les paysans, les planteurs, là, ils avaient cela à 150 francs qu'on leur achetait. Donc, allez-y voir. Donc, il ne s'agit pas de lancer des prix qui sont intéressants, 425, mais il faut faire la surveillance de ces prix-là au niveau des plantations. Élisée Boloubœuf, alors commentaire et ensuite les enjeux justement de tels prix pour arriver véritablement à voir le producteur ivoirien de l'anacarde vivre décemment, Élisée. Ok, moi j'ai rapidement 4 petits points. Premièrement, je salue en tout cas le fait qu'on soit passé de 275 à 425. Il y a une nette amélioration, il faut le relever, du prix Borchamp. Et moi, comme je suis de nature toujours à penser qu'on peut toujours faire mieux, voilà, point n'est besoin de croiser les bras et applaudir déjà parce qu'on a fait un effort, on a toujours des efforts à faire. Je crois que l'une des premières choses, à mon avis, qui pour moi constitue un défi majeur, c'est de veiller au strict respect de ces prix-là, Borchamp. Ça, il faut que l'État se donne des moyens. Comment on peut y arriver, Élisée? Composition, par exemple. Une surveillance accrue. On peut même utiliser je veux dire, aujourd'hui, on a la technologie. On n'a même pas forcément besoin de quelqu'un qui allait s'arrêter au Borchamp là-bas pour contrôler. On peut mettre en place des applications, des outils numériques qui nous permettent à l'instant T là, de savoir s'il y a une transaction et à combien ça a été fait. Ça, pour moi, c'est le premier défi majeur. Le second défi, c'est le défi de la transformation. C'est vrai que des efforts ont été faits. Quand vous prenez de 2016, on était autour de 6,5% de transformation de l'anacarde en 2016. En 2021, nous étions autour de 21% de transformation. La projection pour 2024, on attend les résultats, mais la projection était pour 34%. Ça veut dire qu'il y a un effort continu. Mais je pense qu'on peut encore faire nettement mieux. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point qui me semble essentiel, ça, je le dis honnêtement, c'est de permettre véritablement aux producteurs de jouir des fruits de leurs efforts. C'est vrai, il y a le prix, mais au-delà du prix, il y a ces infrastructures sociales de base, comme le fait le Conseil café-cacao,
qui pour moi doit être dupliqué au niveau vraiment du conseil coton-anacarde pour permettre vraiment aux populations qui, elles, sont dans des zones reculées de bénéficier des infrastructures sociales de base parce que ça, elles en ont besoin et c'est à ce prix-là qu'elles sauront que les efforts qu'elles font, leur sont rétribués également. Donc voilà ce que je voulais juste ajouter. Les défis de la transformation, en tout cas, on le souhaite à ce que l'État puisse mettre en place toutes les mesures, toutes les structures à l'effet que les prix annoncés soient véritablement utilisés avec les producteurs borchans. En seconde partie, on partira donc à l'Inauguration Day de Donald J. Trump, aujourd'hui investi 47e président des États-Unis. À tout de suite. Merci d'être avec nous pour la seconde partie de ce temps d'antenne. Notre plateau n'a pas changé, si quelque peu. Daouda Coulibaly nous a quittés, nous a rejoint Monsieur Ted Azouma, directeur exécutif de l'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire, doctorant du Centre d'études diplomatiques et stratégie de Paris. Nous parlerons avec lui de l'investiture de Donald J. Trump comme 47e président des États-Unis. Mais avant, Élisée Boloubeu, demain, il y aura donc tout savoir sur cette tribune gouvernementale. Ça sera sur les facilités offertes par le guichet unique du commerce extérieur. Voilà donc tout savoir sur un rendez-vous hebdomadaire chaque mardi à 15 h du Centre d'information de communication gouvernementale sur une thématique d'intérêt général. Et donc pour demain, dans le cadre de cette tribune-là, le directeur général du guichet unique du commerce extérieur, M. Kitifolo Kiyamasoro, sera donc l'invité. Et donc, il sera question de parler des facilités offertes par le guichet unique du commerce extérieur à l'endroit de tous ceux-là qui sont concernés et qui sont le public cible. Donc, c'est une conférence de presse, mais qui est en ligne. Et c'est vrai qu'il y a des journalistes dans la salle, mais voilà, on suit ça en ligne sur toutes les plateformes du gouvernement, que ce soit la page Facebook, la page Twitter, en tout cas toutes les plateformes du gouvernement qui suivent. Vous pouvez suivre à partir de votre position cette information. Et je pense que c'est important aujourd'hui parce que l'État a fait un ensemble de réformes quand même dans le secteur. Et il est important pour ceux-là qui sont concernés, notamment qui sont dans l'exportation, l'importation, de bien vouloir suivre cette tribune-là. Nous avons beaucoup d'informations. Merci infiniment. En tout cas, moi, j'y serai. Je vais aller m'informer aussi. Et puis, vous serez donc nos reporters sur place. On sera avec toi. Très bien. Alors, parlons de ce qui s'est passé aujourd'hui. C'était l'investiture de 47e président des États-Unis qui tend à changer la donne du monde. Notre invité confirmera ou infirmera nos propos. Regardons un peu, avant d'aller plus loin dans ses propos, dans ses premières mesures, l'investiture. Aux États-Unis, ce n'est pas seulement un seul point, comme dans certains pays où le président quitte chez lui et part à la présidence. Il prête serment et ça continue. Là-bas, il y a tout un processus d'événements qui jalonnent donc cette investiture. Pourquoi? Bien, merci madame. Alors, l'investiture aux États-Unis, c'est la consécration de tout un processus électoral, mais c'est aussi toujours l'affirmation de ce grand pays-là qui croit profondément en Dieu. Parce que le processus, ça commence déjà... Le président qui sera investi va à l'église Saint-John, d'abord. C'est prévu par leur constitution? Ce n'est pas prévu par la constitution, mais le protocole qui est installé depuis longtemps le veut ainsi. Voilà. Et puis après, il prend le thé avec celui qui va partir. Et puis, il rejoint le Capitole et là-bas, tout le cérémoniel se déroule. Et il va donc prêter serment sur la Bible. Et puis après, vous verrez des religieux qui viennent pour des prières et tout ça. Donc il y a tout un protocole qui est à la fois religieux, administratif, parlementaire et judiciaire, parce que les sénateurs, les sénateurs sont là, le président de la Cour suprême est là. C'est vraiment une consécration du système démocratique américain, celui du check and balance. Ok. Herman, déjà commentaire sur... Oui, Ted l'a dit, depuis 230 ans, depuis 1789, tous les 4 ans, le même cérémonial s'effectue. C'est vrai qu'il y a des aspects qui ont été ajoutés qui ne sont pas dans la Constitution. Mais par exemple, le I do solemnly, où il dit par exemple qu'il juge solennellement, ça fait partie de la Constitution. Je crois que l'article 2, section 1, clause 8 de la Constitution, qui fixe ce test-là, qui est répété chaque année, tous les 4 ans par le nouveau président. Même celui qui a été élu
il y a un qui est revenu, un qui a perdu après le pouvoir qui revient, il doit encore faire cette sorte de profession de foi là, avant de prendre jurer sur la Bible et autres. Mais quand même, on a constaté qu'il y a, par exemple, je crois que c'est Roosevelt qui avait oublié sa Bible. Il a oublié sa Bible, donc finalement, il n'a pas fait enfin, pourquoi jurer justement sur un livre religieux? Les Américains, c'est « In God we trust ». En Dieu nous croyons. Ils croient en Dieu. Et c'est un pays qui est profondément chrétien. De l'extérieur, on voit un pays qui est libre, où il y a beaucoup de liberté. Mais dans le fond, c'est un pays qui est profondément chrétien, où il y a beaucoup de communautés religieuses chrétiennes qui tiennent le pays. Et il faut voir aussi l'immigration, il faut voir d'où ils viennent. Ils viennent de la vieille Europe, l'Angleterre, la Suède, l'Italie, la France. Voilà, c'est cet héritage-là. On va permettre Élisée commentaire, ensuite Marius. D'accord, ok. Je note que pour cette investiture du 47e président des États-Unis, on a fait les choses un peu, je vais dire en termes de protocole, différemment un peu de ce qui a l'habitude d'être fait. Ça veut dire au lieu que ce soit sur les marches du Capitole cette fois-ci, on l'a fait à l'intérieur au sein de la rotonde, parce que justement pour des questions climatiques, d'abord ce qui a été évoqué, puisqu'il y avait un vent, on signalait un vent fort. On était à moins 20, voilà, donc il n'était pas très indiqué de le faire à l'extérieur, mais quand on regarde un peu aussi le dispositif, on se rend compte aussi qu'il y avait des raisons sécuritaires, parce que pour l'une des rares fois, en tout cas, il y a eu une mobilisation quand même un peu importante du dispositif sécuritaire. C'est environ 25 000 policiers qui ont été mobilisés, c'est 48 km de barrières qui ont été érigées, donc pour vraiment mettre tout le monde très loin, et c'est des snipers, des centaines de snipers qui étaient sur toutes les toitures. Je pense que ça s'explique un peu quand on voit dans la campagne où il a été victime d'une tentative d'assassinat. Donc je crois que tous ces paramètres-là ont amené à prendre de telles dispositions. Mais bon, quand on finit tout ça, on est resté quand même focus, je vais dire en termes de respect cérémoniel à ce qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire vraiment la solennité. Et ce qui marque en tout cas à chaque fois les cérémonies d'investiture au niveau des États-Unis, c'est vraiment ce côté chronométré à l'horloge en fait qui vraiment impressionne. Vous voyez, on va à l'essentiel. Et je pense que ça nous permet, au travers de ces cérémonies, de comprendre toute la profondeur des Américains. Il dit time is money, en fait. Vraiment, le temps, il est précieux. Donc, on ne doit pas le gaspiller à faire des choses qui ne sont pas forcément utiles. Donc, on a arrêté un chronogramme, on le suit et on avance. Et je crois qu'il vient de planter le décor, parce qu'il a dit qu'il va accélérer. En tout cas, son gouvernement va accélérer pour mettre fin au déclin de l'Amérique, parce qu'il estime que c'est quelques années où il n'était pas au pouvoir, là, l'Amérique a décliné, et il faut que l'Amérique reprenne sa position. Et on va en parler tout à l'heure. On va écouter le commentaire de Marius avant de rentrer maintenant dans les grands axes de Trump. Marius Komoué sur... J'avoue que c'est impressionnant. Oui, la prestation de serment et autres. Si on s'en tient donc à nos États avec le vent de la démocratie qui a frappé à nos portes dans les années 1990, pour la plupart de nos États en Afrique de l'Ouest, et plus particulièrement en Côte d'Ivoire. Et si mes calculs sont bons, ça fait environ 35 ans que nous courtoyons. Si nous en tenons à 2025, aujourd'hui, et 1990, ça fait environ ça fait même 35 ans que nous courtoyons la démocratie. Mais avons-nous véritablement atteint la démocratie telle que la pratiquent les États-Unis, avec plus de 230 années de démocratie, comme Herman le disait et attesté par M. Ted, il y a du travail. Il y a du travail pour atteindre justement tout ce que nous constatons aujourd'hui dans l'expression véritable de la démocratie aux États-Unis. Une élection s'est passée, aucune victime, tout s'est bien passé. On investit un chef d'État sans aucune victime, on a coupé la tête de personne pour jouer ballon. Et donc, vraiment, il faut qu'on s'en inspire au niveau national, il faut qu'on s'en inspire dans nos États, il faut qu'on fasse en sorte qu'une simple élection ne soit pas cause de mort. Et les États-Unis et la plupart des grandes démocraties en Europe, en Occident, nous l'attestent chaque jour que Dieu fait. Oui, peut-être pas en Europe, mais ce qu'il faut remarquer ici, c'est en regardant l'histoire de Trump lui-même par rapport à la démocratie américaine, vous vous souvenez qu'aux dernières élections, il avait contesté les résultats, ses partisans avaient investi le Capitole et tout, mais vous voyez que ça n'a pas fait de lui un paria. Il est revenu. Il est revenu en tant que président, et c'est au Capitole qu'il avait fait attaquer, ou du moins que ses partisans avaient attaqué, qu'il est investi. Ça montre la solidité des institutions qui attendent que les hommes mettent en pratique
ce qu'ils ont convenu de faire à travers leur constitution. Parce qu'en réalité, là-bas, c'est la constitution qui est le maître mot. Alors, son point, c'est « Make America Great Again », faire de l'Amérique ce grand pays qu'on a connu. Quels sont ces grands axes, ces premiers grands axes? On parle de l'immigration, on parle de la sécurité. Il a fait une annonce, qu'il va réinstaller donc, dans les points américains 2 genres, le genre féminin et le genre masculin. Commentaire. Alors, ce qu'il faut voir avec Donald Trump, c'est qu'il fait des annonces. Hein. C'est quelqu'un qui fait des annonces. Et à partir de ce qu'il veut faire au niveau de l'immigration, pour lui, il est de l'école de ceux qui considèrent les relations internationales, ou si vous voulez, les pays comme des archipels. Pour lui, les États-Unis, c'est un archipel. C'est différent de ceux qui considèrent les organisations comme des orbites ou des communautés. Donc, il y a trois écoles. Okay. Mais lui, son école, c'est l'école des archipels. Donc, lui, les États-Unis, c'est pour les Américains. Les Américains, d'abord, make America first again. America first, c'est ça, Donald Trump. Donc, il va filtrer l'immigration. Il a dit lui-même, il va faire renvoyer des milliers des millions et des millions d'immigrés illégaux. Il va décréter l'état d'urgence à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. C'est quand même fort, en déployant l'armée. Donc, il est pratiquement en guerre contre l'immigration. Et ça, c'est déjà pour les mesures extérieures aux frontières. Mais à l'extérieur, c'est-à-dire que dans le monde, il a des actions fortes aussi qu'il veut mener. Par exemple, contrôler de force le canal du Panama. Il considère que le canal du Panama, bien que ça appartienne au Panama, est contrôlé par la Chine. Mais la Chine en fait un contrôle commercial par ses navires. Et donc, Donald Trump, qui voit là une opportunité économique, veut embarquer peut-être l'armée ou en tout cas certaines forces pour contrôler le canal du Panama. Il a parlé aussi du Groenland, qui l'intéresse, parce que le Groenland recèle de ce qu'on appelle des terres rares. Et l'Europe, justement, ne voit pas ça d'un bon oeil. L'Europe ne voit pas d'un bon oeil, mais l'Europe n'a pas la force de dénoncer ce que Donald Trump dit. Parce qu'aujourd'hui, l'Europe est un peu à la traîne. Sous la tutelle. Voilà, l'Europe a quelques difficultés. L'Europe est un peu en faillite. Il y a quand même une faillite, il faut le dire. Et c'est les États-Unis qui contrôlent la sécurité des frontières européennes à travers l'OTAN. Donc, celui qui a ta sécurité en main, évidemment, quand il donne des injonctions, c'est vrai que l'Europe ne fait que suivre. Mais il y a beaucoup d'autres éléments que Donald Trump va mettre en place. Herman, quelques points d'annonce qui vont attirer votre attention? Moi, c'est vrai, je crois qu'il est revenu réaffirmer son intention de faire en sorte de retirer les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Sur le climat, ouais. Bon, nous, les écologistes, ça nous fait un peu peur. Et en même temps, il parle d'un état d'urgence énergétique où on constate que on suppose que tout ce qui est gisement de pétrole, il va y aller à fond. Et autre chose qui est intéressant, qu'on peut ajouter un peu à ces décisions qui concernent l'immigration, c'est qu'il veut traiter les cartels de drogue comme des groupes terroristes. Moi, je trouve que c'est vraiment fort, surtout qu'on sait déjà que aussi bien les démocrates que les républicains, sur la question de la drogue, les gens menaient une lutte. Certainement qu'il est en train de voir, il a parlé de déployer, Ted l'avait dit, déployer l'armée à la frontière avec le Mexique. Il veut mettre fin au droit d'asile et au droit de sol. Ça m'a un peu fait peur. Parce que le droit d'asile, c'est un droit international qui a l'intention de protéger toutes les personnes qui se sentent menacées ou bien qui se sentent en état d'instabilité dans leur pays. Donc tous les pays doivent pouvoir accepter ce deal-là entre les États. Et ça fait un peu peur. Encore que pour le droit de sol, ça c'est son droit, mais le droit d'asile, je pense qu'il ne devait pas coller ça au droit de sol. Très bien. Élisée, sur maintenant les grandes annonces de Trump, votre commentaire? Oui, il y a une phrase qui a retenu mon attention. Il dit que
il va agir à une vitesse et avec une force sans précédent pour mettre fin au déclin de l'Amérique. Oui, pour ceux qui savent un peu la politique des républicains, généralement les républicains, dans leur philosophie, les États-Unis, c'est les plus forts du monde. Et ils doivent l'imposer partout. C'est en cela que, justement, quand vous voyez la première venue de Donald Trump, sa première élection, ça fait suite à l'élection de Barack Obama. Et les États-Unis, pour la majorité des Américains, avaient jugé que sous le magistère de Barack Obama, notamment son deuxième mandat, il avait été trop mou. Il s'est laissé guider par les Européens. Ils ont trouvé que ce n'était pas normal, en fait. Et quand tu regardes un peu aussi l'actualité, les événements, c'était un peu vrai aussi. Parce qu'on voyait que très souvent, les résolutions même qui devaient être prises au niveau de l'ONU étaient toujours portées par les Européens, notamment par Sarkozy et puis d'autres chefs d'État européens. Donc, on sentait vraiment que les États-Unis avaient reculé. Quand il est venu, il a voulu le repositionner. Aujourd'hui, les États-Unis, pour plusieurs, considèrent comme, je veux dire, un affront, un déclin, ou du moins, je dirais, une honte même, le fait d'être parti de cette manière-là de l'Afghanistan, même si c'est vrai qu'on devait partir, mais pas vraiment de cette manière. Et ça reste encore au travers de la gauche, surtout pour les républicains, qui estiment quand même que les États-Unis les plus forts du monde n'ont pas le droit de se déculotter devant certaines personnes. Donc aujourd'hui, il y a cette volonté-là de repositionner les États-Unis à un certain niveau et surtout qu'avec la percée de la Chine, notamment même en Afrique et sur de nouveaux territoires, les États-Unis aujourd'hui veulent vraiment s'imposer. Et on a encore en mémoire la décision qu'il avait annoncée au niveau même des taxes, où il a dit qu'on allait réévaluer les taxes. C'est clair. Voilà, au niveau des produits qui revenaient de la Chine et tout ça. Vraiment, il veut, je vais dire, casser tous les codes. On a l'impression que c'est quelqu'un qui a pris le temps de réfléchir à ce qui n'a pas marché quand il était là, et il veut venir vraiment tout chambouler et tout bouleverser. En plus du mur, je ne sais pas finalement qu'est-ce qu'il va aller construire. Peut-être cette fois-ci là maintenant, c'est de couper les États-Unis du reste du monde, quoi. Marius Komoué, regardons un peu le point qu'il manifeste sur les valeurs. Ramener donc, faire cette annonce aujourd'hui lors de sa, comment on le dit en français, de son investiture, rappeler qu'il n'y a que deux genres aux États-Unis, le féminin, masculin, et aller parler donc des athlètes transgenres. Qu'ils n'auront. Il n'y a que deux sexes. Il n'y a que deux sexes, en fait. Dans ses commentaires, il a dit beaucoup de choses. Réaction, justement, sur ces points, Marius Komoué. Avant même de réagir, je voudrais même rebondir sur la préoccupation exprimée tout à l'heure par... droit de sol, le droit d'asile, surtout. Parce que si véritablement ce droit d'asile est appliqué, comme l'a dit Herman, mais ça va créer justement cette expulsion d'une multitude d'individus qui, en principe, auraient dû bénéficier quand même de la protection des États-Unis lorsque ces derniers sont persécutés dans leur pays. Et ça, c'est un droit international. Lui, il dit non aujourd'hui. Hein. Oui, mais lui, il dit non. Et ça, c'est pas vraiment... Ça nous laisse dubitatif. Cela dit, au niveau justement de la question donc, du droit à l'orientation sexuelle, c'est bien l'expression que vous recherchez, mais ce droit à l'orientation sexuelle qui voudrait qu'un homme se marie à un homme, une femme se marie à un homme, est contre nature. Une femme se marie à une femme. Et une femme se marie à une femme est totalement contre nature. Moi, par exemple, je ne suis pas du tout partisan. Vous êtes en accord avec Trump, en fait, sur mais ce bien point. entendu, quelle idiotie, non, tout doucement. Non, mais soyons sérieux. Mais quelle histoire qu'un homme se marie à un homme, quelle histoire qu'une femme se marie à une femme, ça, c'est les trouvailles. En Afrique, nous portons des valeurs. Et ces valeurs-là ne sauraient, aucun chef d'État en Afrique, aucun gouvernement ne saurait légiférer, surtout en Afrique de l'Ouest, sur une telle vision. Alors le fait que Trump puisse l'annoncer comme ça... en Afrique de l'Ouest. Restons sur le point de Trump. Le fait qu'il puisse l'annoncer comme ça, surtout en ce jour, qu'est-ce que ça représente justement? Vous écoutez, on écoute. Il démontre tout simplement qu'il est attaché à des valeurs. Il démontre tout simplement que même l'humanité, la création même de l'humanité n'a jamais été pour... Si on regarde de très près la création de l'humanité, on ne saurait donc cautionner cette histoire donc de droit à l'orientation sexuelle. Élysée, ok, d'accord. Moi, je pense que Donald Trump est dans sa logique. Si vous vous rappelez un peu les éléments de sa campagne, il avait mis au cœur de sa campagne la famille. La question de la famille, parce qu'il avait estimé qu'aux États-Unis, aujourd'hui, la famille avait perdu des valeurs. Et pour lui, la famille, c'est le père, c'est la mère, c'est les enfants. Donc, c'est vraiment des sexes différents et tout ça. Donc, il est vraiment dans sa dynamique. Et je pense que c'est l'une des raisons même pour lesquelles la plupart des Américains lui ont accordé leur suffrage. Parce qu'il a mis au cœur de sa politique vraiment la restructuration, la restauration de la famille. Très bien. Herman, et puis on finit avec ce que je voulais dire, c'est vrai, il ne faudrait pas s'alarmer. Ce n'est rien qu'un discours d'investiture. Après tout cela, il doit pouvoir les prendre en décret et ça doit passer devant leurs différentes institutions, le Sénat et autres. Et il y a
il y a le fonctionnement de l'administration américaine qui dit certaines choses. Je ne crois pas que tout va passer comme lettre à la poste. Commentaires pour terminer. Oui, parce que c'est des effets d'annonce, parce que le système américain, démocratique américain aussi a ses garde-fous, il y a le Sénat, il y a la Cour suprême, donc tous ces textes-là vont passer devant toutes ces institutions. Et puis, en réalité, un président américain, il a 4 ans de mandat, mais il gouverne en réalité 2 ans. Parce qu'après 2 ans, il y a ce qu'on appelle les midterm elections, les élections de mi-mandat où on renouvelle le Sénat et on renouvelle aussi la Chambre basse. Donc, c'est pour cela d'ailleurs qu'il cherche à aller vite, parce qu'il sait qu'il n'a pas beaucoup de temps. Et voilà, il doit faire des choses rapidement, vite, mais il ne sera pas en roue libre. Ça, c'est sûr. Il ne sera pas en roue libre, il y aura ses adversaires, mais il y aura aussi le système démocratique américain. Et puis, il y aura aussi les nouvelles forces du monde qui sont là. Il y a les BRICS, il y a la Chine, il y a la Russie, il y a l'Inde, il y a même au plus près de nous ici des organisations comme l'AES qui sont en train de se mettre en place. Bref, le monde est en train de changer, est en train de se reconfigurer. Donc, il ne sera pas en roue libre à 100%. Merci beaucoup, Monsieur Ted Azuma. Vous êtes directeur exécutif de l'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire, doctorant du Centre d'études diplomatiques et stratégiques de Paris. Merci d'être venu partager votre regard sur l'investiture de Donald J. Trump aujourd'hui. Herman Aboua, merci d'être venu. Merci. Marius Komoé, merci. Élisée, merci. Merci à vous de votre fidélité à ce programme. On se retrouve donc demain. Les programmes continuent sur Live TV. Bonsoir.